Ok. Donc, ouais, comme je me suis présenté tout à l'heure, donc moi c'est Mehdi. Aujourd'hui, je vais vous faire donc cette présentation. Je vous demande d'avance de m'excuser un petit peu. C'était un peu last minute, donc j'ai eu moins de 24 heures pour la préparer. C'est mon anniversaire en plus aujourd'hui, donc j'apprécierais votre gentillesse. En plus, on n'a pas arrêté de m'embêter toute la journée avec des gentils messages de joyeux anniversaire toute la journée. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu sur les slides. Et donc, je vais essayer de vous expliquer comment, enfin, premièrement, pourquoi c'est important et deuxièmement, comment faire des A/B tests et faire des optimisations sur vos sites ou les sites de vos clients, même si le trafic est super faible. Donc, voilà, je vais me présenter un petit peu. Donc, moi, c'est Mehdi. J'ai été annonceur, affilié, média buyer, éditeur de gros sites aussi basés sur le SEO. J'ai fait pas mal de choses. Donc, et toujours l'ancienne réalité, si vous voulez, le point commun, ça a des gros volumes de trafic. Donc, j'ai fondé avec mon meilleur pote, Ron.fr, pour ceux qui connaissent à l'époque, donc qui faisait 300 000 visiteurs par jour, dont à peu près 50 000 qui venaient de Google. Après, j'ai été média buyer, donc sur mes campagnes publicitaires, ça a toujours été en centaines de milliers, voire en millions de visiteurs par jour. Donc, si vous voulez, le split testing, l'A/B testing n'a jamais vraiment été un problème ou en tout cas quelque chose de difficile. Si je le faisais pas, c'était vraiment par paresse ou par laisser aller, mais ça a jamais été par manque de trafic. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Personnellement, j'ai toujours privilégié, mis pas mal d'importance sur les tests parce que j'ai vu au fur et à mesure des projets que j'ai lancés pouvaient avoir des effets dramatiques auxquels au tout début je m'attends sur les performances de nos pages, les taux de conversion des formulaires de batching d'emails, etc. Donc c'est quelque chose avant de me mettre, pour être tout à fait honnête, avant de me mettre au media buy et à trafic depuis nos affiliés, donc on était obligé d'essayer de mieux performer. Sur nos propres sites éditeurs, on délaissait un petit peu ce côté-là. On avait énormément de trafic et donc on n'était pas vraiment obsédé par l'A/B testing comme on devrait l'être et comme je le suis depuis qu'on a lancé Porn, où j'ai vu donc sur des volumes assez conséquents ce que ça pouvait faire. Donc voilà, depuis ce moment-là, en fait, eh bien, il n'y a pas un jour normalement qui passe sans que je sois en train de tester quelque chose. Donc ça, c'est un point important. Je pense que vous avez déjà entendu cette phrase quelque part, always be testing. On le sait tous, ça a l'air cliché, vu et revu, mais je vous demande de vous arrêter une seconde, un instant, pour vous demander est-ce que vraiment, en ce moment même d'ailleurs, sur vos sites importants, sur les sites de vos clients, est-ce que vous avez des A/B tests qui sont en cours? Donc, si la réponse pour certains d'entre vous est non, ou alors non, pas sur tous mes sites, etc., eh bien, c'est que vous laissez passer de l'argent, tout simplement, ou des leads, ou des conversions que vous ne chopez pas, que vous perdez bêtement pour ne pas mettre en place quelques tests. Donc, pourquoi je me suis intéressé en fait à ce sujet de l'A/B testing, en particulier sur le trafic, le faible trafic en fait, c'est parce que après donc ce media buy, après porn.fr donc qui a été vendu il y a quelques années déjà, j'ai voulu lancer donc cette communauté à cœur de croissance pour les média buyers, pour les affiliés, pour les personnes tout simplement qui sont passionnées comme moi d'acquisition et de monétisation de trafic. Le problème, eh bien, c'est que c'est un projet où je savais pertinemment dès le départ que même si ça fonctionnait très très bien, dans le meilleur des cas, ça pouvait plafonner à 500, 1000, 1500 visiteurs par jour, donc qui est un très très gros changement par rapport à ce que je faisais avant. Donc voilà, comme vous pouvez voir un petit peu sur le graphique, je suis passé de campagnes où je pouvais faire des A/B tests en une journée puisque j'avais 100 000 ou 200 000 ou 1 million de visites sur le site à essayer de trouver un moyen de comment je pouvais optimiser un site qui avait 100 visiteurs par jour en moyenne.
Pour faire un A/B test fiable sur ce trafic donc, que je viens de vous montrer, en moyenne 100 visiteurs par jour. Donc là, c'est le sample size calculator de Optimizely, donc qui nous dit combien de visiteurs on a besoin pour faire un A/B test pour lequel on espère faire une augmentation de 20%. Donc je ne sais pas si vous voyez ma souris là, je passe sur le 20%. Et on veut bien sûr que ce soit la significance statistique soit à 95%. Donc cette calculatrice nous dit qu'il faudrait 45 000 visites par variation pour avoir un test fiable. Donc, visites par variation sur un site qui a 100 visites par jour en moyenne, eh bien ça fait 900 jours de tests nécessaires pour avoir une conclusion fiable et sur laquelle on peut agir. Donc, vous vous rendez bien, c'est assez problématique. On ne peut évidemment pas lancer des A/B tests qui vont mettre 3 ans à se conclure. Donc, on ne peut évidemment pas attendre aussi longtemps. Il y a plein de paramètres qui peuvent changer le long de la route et tout simplement, surtout quand on travaille pour des clients, eh bien, ça sera très difficile de leur expliquer qu'on est en train de tester et d'optimiser le taux de conversion, mais que ça va prendre 3 ans, quoi. Donc, j'ai un peu du mal à visualiser cette discussion. Donc pourquoi c'est si long? Déjà, ce qu'il faut comprendre, donc pourquoi il y a besoin de ces 45 000 visiteurs et pourquoi ça prendrait donc 3 ans de test, hein. Donc, eh bien, la signification statistique. Donc, la signification statistique, c'est tout simplement être sûr que le résultat du test ont moins de 5% de chance d'être dû au hasard. Donc, on veut être à 95% ou plus sûr de ces résultats. Pas que c'était juste un hasard, juste un jour différent, que le résultat pourrait être différent demain. Non, on veut des résultats absolument définitifs. Telle variation a battu l'autre variation. Sinon, le test n'est pas concluant et donc c'est ça un petit peu qui nous oblige à avoir un minimum de trafic, en fait, à avoir des minimums de trafic nécessaires pour arriver à ces taux de 95% pour la signification statistique. Donc, la réalisation à laquelle je suis arrivé en lançant Hacker de croissance, donc, et en faisant un petit peu des recherches sur comment je pouvais faire mes A/B tests sur ce tout petit volume, ce qui était totalement nouveau pour moi, c'est que, eh bien, la majorité des sites sur Internet ont un trafic très faible. C'est que moi, je venais donc d'une réalité un petit peu parallèle où j'avais tout le temps au moins quelques dizaines de milliers de visiteurs par jour. Là, je me suis rendu compte que, eh bien, 80-90% des sites de la planète virevoltent autour plutôt de la cinquantaine, la centaine, les 200 visiteurs par jour. Et donc, évidemment, toutes les connaissances que j'avais par rapport à l'A/B testing et au split test étaient d'un coup à relativiser donc et à rapporter à cette nouvelle réalité donc qui était la mienne maintenant avec Hacker de croissance, que je ne disposais que de 100 visiteurs par jour et que je devais en tirer le plus possible. Et ce qui est encore pire, c'est que c'est encore pire pour les sites B2B. Donc déjà pour les sites B2C, le trafic globalement pour la majorité est assez faible, mais dès qu'on passe donc à du B2B, que ce soit des sites corpo, des blogs corporate, etc., donc ça va encore être divisé en général par 2 le nombre de visiteurs qui arrivent sur ce type de site. Donc d'où je sors ces informations, j'ai cherché des statistiques de moyenne de visiteurs sur les sites au niveau mondial et j'ai trouvé donc cette étude de HubSpot qui ont publié des statistiques de leurs clients à eux et on peut donc voir une corrélation entre le nombre médian des visiteurs uniques par semaine, hein, donc là les chiffres qu'on voit c'est par semaine, c'est pas par jour, en fonction de la taille de l'entreprise, que ce soit selon si l'entreprise est dans le B2B ou le B2C. Donc, on voit très clairement ici que une société qui a entre 1 et 10 employés et qui fait du B2B a en moyenne 100 visiteurs par semaine. C'est-à-dire qu'il y a
à peu près une quinzaine de visiteurs par jour. Donc évidemment, tous les articles, les case studies, les études de cas qu'on voit passer partout, que telle modification a généré plus 500% d'augmentation et de lift, etc., eh bien, elles passent à la poubelle puisque les personnes qui sont en charge de faire la CRO, donc l'optimisation du taux de conversion sur ces sites-là, elles se retrouvent face à des problématiques qui sont que la plupart des tests qu'elles ont envie de faire ne sont pas forcément applicables ou alors prendraient des lustres à mettre en place. Et donc là, je rebondis sur ce que disait un petit peu Julien tout à l'heure, donc en faisant la différence entre les média buyers et les SEO. Donc moi personnellement, je suis pas, comment dire, c'est pas vraiment mon domaine le SEO, donc je connais pas très bien, mais j'ai l'impression qu'on travaille quand même donc toujours avec des volumes relativement faibles et qui idéalement augmentent de façon progressive et régulière, mais assez lente. Donc on n'est pas dans l'augmentation brutale, on est de passer de 10 à 20 à 100 visiteurs, à 200, etc., etc. Et j'imagine donc sur la plupart, en prenant donc en compte la plupart des niches et des catégories qui existent. Donc si vous travaillez sur un site, par exemple, je sais pas, d'un plombier, le site corpo, le site pro d'un avocat ou des choses comme ça. Donc même en faisant très très bien votre boulot, j'imagine que vous êtes bloqué à un moment à une centaine de visiteurs par jour ou 200 visiteurs par jour, ce qui, pour cette niche-là, pour ce client en particulier, pourrait certainement déjà être un très très bon résultat. Donc après, ce qui se passe, c'est que en voyant ces petits chiffres, eh bien, l'erreur la plus commune, donc ce qu'a confirmé pour moi Julien tout à l'heure en disant que l'A/B testing était surtout important pour les médias buyers et pas vraiment pour les SEO, je suis d'accord. L'erreur la plus commune, c'est de ne pas tester. Donc, c'est d'accepter qu'un site qui a 10 ou 20 ou 30 visiteurs par jour aura 0 ou 1 lead par jour et que c'est comme ça. Donc, accepter cette fatalité et négliger l'effet que pourrait avoir passer de 1 lead à 2 ou 3 leads par jour, ce qui, sur l'année, ferait une augmentation de 300 à 700 nouveaux leads. Donc, c'est absolument pas négligeable, mais c'est juste que le trafic est tellement faible quand on voit 20 visiteurs, 30, 40 visiteurs par jour sur un site, eh bien, on ne s'imagine pas pouvoir faire des tests et donc on s'imagine pas pouvoir optimiser tout ça ni améliorer quoi que ce soit. Et donc, ceux qui veulent tester, donc qui n'ont pas ce problème d'être bloqués et de se dire qu'il n'y a rien à faire, donc qui se disent s'il y a quelque chose à faire, j'aimerais bien pouvoir tester, bloqué face à la signification statistique et la durée des tests dont on parlait tout à l'heure. Donc, la signification statistique qui est obligatoire et avec 15 visites par jour en moyenne sur les sites B2B, eh bien, ça donne des temps d'attente pour avoir des tests concluants qui, le plus souvent, vont être assez désespérants. Donc voilà, j'en arrive au point déjà de ma présentation. Donc là, jusque-là, je vous ai expliqué un petit peu la situation telle qu'elle était, que ce soit pour mon projet à moi, où j'imagine, en tout cas j'espère qu'il y a pas mal d'entre vous qui se retrouvent confrontés à cette situation-là. Je sais qu'il y a beaucoup de SEO, je ne sais pas si vous proposez des services d'optimisation de la conversion de CRO ou si vous avez envie, ou tout simplement que vous étiez bloqué par rapport à ça justement, et j'espère que ça pourra vous débloquer un petit peu et vous aider. Donc la solution, les solutions, il y a plusieurs petites solutions que j'ai testées, que j'ai mises en place et donc qui ont donné des résultats plus acceptables et très très bien, je pense, par rapport au trafic que j'avais. Donc on peut voir déjà la courbe en haut, la courbe de trafic sur hacker de croissance et surtout en fait en bas, donc la courbe du nombre d'utilisateurs actifs, du nombre de membres inscrits sur le forum, puisque c'est surtout ça que j'optimisais en fait. C'est pas plus l'acquisition du trafic, mais c'est le trafic qui arrivait sur le site avec le même nombre de visiteurs qui arrivent. Comment générer plus de membres de ce même trafic-là? Donc vraiment faire de l'optimisation du taux de conversion de mes pages et du forum. Donc comme vous pouvez le voir, ça a pas trop mal fonctionné. Donc la première chose qui est très très importante, c'est de traquer absolument
tout. Et quand je dis traquer absolument tout, ce n'est pas Google Analytics, donc traquer les pages vues et les visites et les visiteurs uniques, etc. Je parle vraiment de tout traquer, tous les events, les pages vues, les par qui elles sont vues, les clics, les events, les clics sur un bouton, le clic sur un input field pour renseigner son email, absolument tout, le clic sur un bouton X pour fermer une pop-up des HTML, etc. Donc vraiment ce qu'on appelle donc les events, traquer tout ça et idéalement le traquer via segment pour pouvoir l'envoyer à différents outils, pas seulement à Google Analytics et que ça reste bloqué. Le problème avec Google Analytics, c'est que si plus tard vous avez envie de plugger un outil, je sais pas, comme Mixpanel ou Hotjar ou un autre outil Analytics, eh bien, vous ne pourrez plus récupérer les données de Analytics et les repasser à Segment pour les renvoyer au nouvel outil. Donc, le fait de passer directement dès le départ par Segment, ça vous donne directement le bon setup. Donc, ça marche parfaitement avec Google Analytics, mais vous avez aussi un stockage de vos données dans des warehouses, donc des bases de données dans le cloud où vos données continueront d'exister et pourront très facilement être transférées et analysées en rétrospective, donc historiquement, via d'autres outils. Et voilà, donc c'est un petit peu ça le principal atout de Segment. Et il y a aussi donc Google Optimize, donc qui est un petit peu une alternative à A/B-Testing ou à Optimizely, donc qui eux sont un peu plus chers, un peu plus pro, mais Google Optimize est très très bien, ça vient de sortir en public il y a quelques mois et ça permet de faire pas mal de choses gratuitement. Donc on sait que Google propose des outils pour faire de l'A/B testing depuis pas mal de temps, mais c'était pas aussi ergonomique avant, c'était assez compliqué même à mettre en place. Avec Google Optimize maintenant, c'est hyper facile à mettre en place. Et le dernier outil que je vous conseille d'utiliser, c'est Hotjar. Donc Hotjar, ça va vous permettre de enregistrer les mouvements de souris de vos visiteurs sur votre site, d'enregistrer les heatmaps. Donc ces deux informations qui, on va le voir un petit peu plus tard dans les slides, vont être très très importantes pour vous aider justement à optimiser sur ce petit trafic. Donc pardon. Heureux. Donc la première règle, c'est il faut savoir qu'il y a deux façons de faire des A/B tests. Donc il y a ce qu'on appelle évidemment l'A/B test. Donc ça peut être A, B, C, D. Donc c'est des variations spécifiques. Et il y a ce qu'on appelle le multivariate testing. Donc là, c'est sur une même page, on va tester 5 variations d'un bouton, 3 variations d'une headline, etc. Et donc tout ça démultiplié, ça donne des dizaines de variations. Quand on a 20, 30 ou même 100, 200 visiteurs par jour, on oublie absolument le multivariate, on n'y touche pas, on n'y pense pas. C'est des tests qui ne seront jamais concluants. On ne pourra jamais finir. On parle de dizaines d'années pour faire un simple test sur 50 visiteurs par jour. Donc, première règle, on oublie absolument. On ne garde que l'A/B testing et on ne fait pas de A, B, C, D non plus. On fait du A et B testing. On fait toujours des tests sur 2 variables uniquement. La deuxième règle, c'est de faire des tests sur toutes les pages du site. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas faire d'A/B test sur, par exemple, juste la catégorie marketing ou la catégorie foot de votre site sur le sport ou des choses comme ça. On veut faire des tests sur le maximum de trafic possible pour avoir les réponses, et donc des réponses concluantes le plus vite possible. Donc, si notre site a 500 visiteurs par jour, mais qu'on fait des A/B tests sur seulement une partie qui représente 50 visiteurs par jour, eh bien, on retarde de 10 fois la durée nécessaire pour avoir la conclusion qu'on cherche à avoir. Et donc une autre règle très importante, et je vais vous montrer pourquoi donc avec des screenshots un petit peu plus tard, c'est viser des lifts de plus 50%, plus 100%, plus 200%. Donc n'essayez pas de faire des petites améliorations sur des couleurs de boutons, sur des petites choses. Il faut essayer de faire des changements radicaux. Donc pourquoi c'est important de viser les grosses augmentations? Donc là, je vous ai fait une petite simulation. Donc c'est sur le site de Visual Website Optimizer.
Donc là, on voit un site, imaginons que c'est notre site, on est à 2% de taux de conversion de base et on veut faire un test pour viser une amélioration de 20%. Donc on a deux variations et on a 50 visiteurs par jour. Pour que le test soit concluant, il faudra 784 jours de test pour avoir une réponse et qui ait une signification statistique et donc qu'on soit à 95% sûr que ce résultat est bon. Donc ça, c'est si on vise une amélioration de 20%. Donc typiquement, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être changer le bouton, changer un bouton, changer la couleur d'un call to action ou quelque chose de simple comme ça. Si on fait un changement, un test où on vise une augmentation de 100%, là, avec tout le reste étant les mêmes paramètres, exactement les mêmes, on aura besoin d'uniquement 31 jours. Donc là, on a divisé par 20 le nombre de jours nécessaires pour arriver à une conclusion. Pourquoi cette relation? Tout simplement, eh bien, c'est parce que plus les résultats sont proches, donc plus la variation est proche, et plus il nous faut de données pour confirmer. C'est simple. Si, par exemple, on a sur 1000 visiteurs, on a 10 conversions sur un site, sur une variation A, et on a 12 conversions sur une variation B, eh bien, ça fait qu'on a augmenté de 20%. Mais est-ce que c'est fiable sur 10 et 12 conversions? Absolument pas. On n'est pas à 95% sûr que la variation B qui a 12 conversions est définitivement meilleure que celle qui a 10 conversions. Donc on aura besoin d'attendre d'avoir 10 000 conversions et 12 000 conversions avant d'être sûr. Alors qu'entre 10 conversions et 20 conversions, là on commence vraiment à être sûr relativement rapidement. Donc, voilà, j'espère que ce point-là est clair, donc pour tout le monde. Je fais juste un petit coup d'œil rapidement au chat, donc pas de questions a priori pour l'instant. On te demande, Mehdi, quelle formation tu conseilles pour ceux qui souhaitent prendre de l'expérience en analytics en général? Ok, est-ce qu'il y a un moyen que je garde la question pour plus tard? Alors attends, C'est possible. reply et invité. Une formation pour faire de l'analytics, pour progresser en analytics. Est-ce que toi, Julien, tu peux m'aider juste prendre note des questions qui arrivent et puis j'y répondrai tous à la fin? Ça marche. C'est Ça te va? Jafar, mais pas de souci. Ah ok, Jafar, pardon. C'est Julien, tu m'as dit tout à l'heure. Donc je continue, ok. Donc j'espère en tout cas que ce point-là, il est relativement clair et facile à assimiler. C'est que voilà, on veut faire des changements radicaux, on veut des lifts qui soient représentatifs, qui soient assez élevés pour avoir des durées nécessaires qui soient minimales, pas devoir faire des tests sur 2 ans. Donc, mais comment on vise des lifts élevés? Comment on le fait? En testant des variations radicales des éléments ayant le plus d'impact sur une page. Donc il y a certains éléments qui sont, lorsqu'on fait du CRO et voilà de l'XP, optimisation, etc., qu'on connaît, qu'on apprend à connaître avec le temps, qui ont beaucoup plus d'impact que d'autres. Voilà. Donc c'est simple, il suffit, je vais vous les lister donc dans l'ordre. Et la toute première, eh bien, c'est la value proposition, c'est la proposition de valeur. Donc, c'est la personne, quand elle arrive sur le site, qu'est-ce qu'elle voit? C'est la grosse accroche, si vous voulez, que vous allez voir quand vous arrivez sur un Airbnb.com, si vous arrivez sur webpayengine.com, ils vont pas vous dire on a 17 000 millions de maisons qui font 37 mètres carrés ou on a 200 heures dans 27 pays différents. Non. Vous allez arriver, vous allez avoir un message qui vous parle au niveau émotionnel, qui est la proposition de valeur, c'est-à-dire ce service, cette page, ce site, ce produit, qu'est-ce qu'il va faire pour moi? Et ça, c'est de très loin l'élément qui va avoir le plus d'impact. Donc c'est souvent, et ce qui est génial avec ça, c'est que c'est souvent quelques mots, donc c'est que des lettres et des mots
que vous pouvez changer très facilement et qui peuvent avoir des lifts de 100, 200, 300 et beaucoup plus. C'est des tests qui peuvent aller relativement vite et qui ont un impact très très conséquent sur votre taux de conversion. Le deuxième est la headline. Donc, cela, c'est d'une bannière ou d'une bannière que vous avez sidebar pour que la personne clique et vous donne mail, ou ça peut être une pop-up des HTML, ou ça peut être la headline d'une headline, a énormément aussi d'importance. Donc, comme vous pouvez le voir sur les, on parle souvent de lifts, % plus 200, plus 300, etc. C'est des lifts qui sont très très et qui sont très très simples puisqu'il suffit de changer. Voilà. Donc ça, de split test qui donne des lifts de plusieurs centaines de %, il y en a une, vous pouvez rechercher sur Google pour vous faire bien de consommer ce régulièrement, donc pour savoir au fur et à mesure commencer à voir un petit peu des modèles lesquels fonctionnent le mieux, etc. Et même si vous avez 50 visiteurs par jour et qu'il y a 2 leads par jour, et bien là on parle lead à 4 leads par jour, c'est 600 leads de plus sur la couve, c'est visible, même sur un tout petit lift qu'on ne peut pas rater en une semaine, 2 semaines. Signification statistique et le résultat, le lift sont là. Le troisième élément, c'est l'offre. Il faut savoir la distinction entre l'offre et la proposition de valeur. Alors la proposition de valeur, comme je l'ai expliqué, c'est qu'est-ce qu'on propose. Voilà, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous vendez. Et c'est souvent un argument qui parle au niveau émotionnel aux visiteurs. L'offre, c'est un poil plus technique et un poil plus précis. C'est qu'est-ce que vous proposez, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, est-ce qu'il y a une promotion, c'est quoi le prix, est-ce qu'il y a un coupon, etc., etc. Donc ça, c'est l'offre. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs? Donc là aussi, on va pouvoir avoir des lifts assez conséquents. L'offre, par exemple, sur un formulaire de collecte d'emails, eh bien, ça va être combien d'emails vous allez envoyer. Recevez un email par jour avec une leçon sur le SEO, etc. Donc ça va être l'offre. La headline ou la value prop, c'est devenez un expert en SEO. J'espère que ça montre un petit peu la différence entre les deux. Elle est légère, la différence, mais elle existe. Et donc tout ça cumulé, donc on peut avoir des lifts de plusieurs centaines de % sur la proposition de valeur, sur la headline, sur l'offre. Donc tout ça cumulé, on commence à voir qu'on peut avoir des lifts assez conséquents, assez énormes, même sur des sites à très petit trafic. Et le quatrième élément, ça va être donc le call to action, c'est le bouton tout simplement, ou le formulaire qu'on essaye de convaincre le visiteur de remplir, ou le bouton qu'on veut que le visiteur clique. Donc là, il ne s'agit pas, comme je le disais tout à l'heure, changer la couleur d'un bouton. Split tester la couleur d'un bouton, ça ne sera jamais un lift radical. Que le bouton soit en vert, en rouge ou en orange ou en vert fluo, jamais ça ne donnera, je ne veux pas dire jamais, je ne crois pas en jamais quand il s'agit de split test, mais très très rarement, on va dire, on va assumer que ça ne donnera jamais de lift de 100 ou 200 ou 300%. Par contre, si on change la taille du bouton, qu'on grossit bien le bouton, qu'on grossit la police du texte du bouton, qu'on change la couleur du bouton pour le rendre beaucoup plus flashy et beaucoup plus visible, si on change le texte, l'accroche pour y ajouter, je sais pas, un gratuit ou un call to action plus puissant, faites ceci, etc. Là, oui, on a changé 4-5 éléments du bouton, c'est un changement radical. C'est un changement à impact élevé et donc c'est un changement et un test qui est susceptible de nous donner des lifts de 50, de 100%, de 200%, etc.
Et le cinquième point, donc, c'est réduire la friction. Donc, réduire la friction, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est un élément à la limite sur lequel vous pouvez, même si j'aime pas conseiller ça, mais vous pouvez gambler, c'est-à-dire assumer des choses. On peut assumer qu'un formulaire qui a 2 champs texte à remplir va performer mieux qu'un formulaire qui a 10 champs texte. Donc, normalement, le marketeur en moi a envie de dire jamais, ne jamais, jamais assumer, puisque c'est la règle d'or. Mais si on a 20 visiteurs par jour et qu'on est vraiment désespéré, eh bien, on peut assumer que 2 champs à remplir, eh bien, il y aura plus de visiteurs qui sont prêts à le faire que 10 champs à remplir. Voilà. Donc ça, c'est de la friction. La friction, c'est aussi, eh bien, les objections. Si votre message, votre proposition de valeur n'est pas claire, c'est de la friction. Donc ça crée un doute dans la tête du visiteur. C'est mettre en avant les témoignages et les preuves sociales d'anciens clients pour justement réconforter le visiteur, enlever tous les doutes possibles et toute friction possible, tout ce qui pourrait retenir ou détenir, si vous voulez, le visiteur de convertir, on essaye de l'éliminer et réduire au maximum. Par exemple, si la conversion qu'on veut que le visiteur accomplisse, il y a besoin de 3, 4, 5 clics pour que le visiteur y arrive, eh bien, on casse tout et on essaye de faire en sorte qu'il ne faille que 1 ou 2 clics au maximum. Donc, c'est ça, réduire radicalement la friction. Et ça, pareil, c'est quelque chose qui peut nous donner des lifts de 100%, de 300%, etc., qui sont des lifts qui sont ceux qu'on recherche. L'autre point important, donc, en plus de faire des tests sur les éléments à high impact, comme je disais, eh bien, c'est de tester les micro-conversions. Donc, qu'est-ce que j'entends par tester les micro-conversions? C'est que, imaginons, sur votre site, donc ça peut être un blog B2B d'un plombier ou d'un avocat, on a envie que le visiteur clique sur un bouton qui va ouvrir une pop-up DHTML avec un champ email et un champ prénom à renseigner. Et puis, donc, on a envie que le visiteur renseigne ces champs-là et clique sur le bouton pour soumettre le formulaire. Et donc, c'est ça la conversion qu'on veut faire. Donc, on se rend compte qu'il y a pas mal d'étapes où le visiteur pourrait abandonner entre l'affichage de notre page et la conversion. Ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va diviser ces étapes et on va split tester la micro-conversion. La micro-conversion, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, c'est juste le clic sur le bouton qui va lancer la pop-up DHTML. Juste ce clic-là. Donc, parce que si on a une conversion de 1%, en termes de collecte d'email, ça veut dire qu'il y a peut-être 10% de personnes qui cliquent ce bouton initial pour lancer la pop-up DHTML. Et donc, ça veut dire qu'on pourra plus facilement faire des split tests de ce bouton qui ont un lift conséquent que vraiment de toute tout le tunnel de conversion jusqu'à la collecte de l'email, qui là, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long et il y a pas mal d'éléments qui peuvent interférer sur les tests. Donc voilà, donc on va tester les conversions les plus simples. Donc soit le premier clic, soit si le formulaire est déjà apparent, on peut tester bien juste le focus, le clic dans l'input field, le premier focus sur le formulaire et split tester ça tout simplement. Pourquoi? C'est la version A de cette page et la version B de cette page. Il y a 2 fois plus de personnes qui au moins cliquent pour essayer de remplir le formulaire. Même si elles ne le remplissent pas, on s'en fout. Juste tester la première étape, le premier pas de notre conversion, puisque ça va nous donner plus de micro-conversions et plus on a de micro-conversions, plus les tests seront rapides à être effectués et on aura des résultats beaucoup plus vite et on pourra tester ensuite les autres étapes du tunnel. Ensuite, un autre élément qui est très très important et pourquoi? Parce qu'il est très visuel, eh bien, c'est les heatmaps. Donc, les heatmaps, j'avais déjà fait un article là, on en parle souvent, il y a plein d'articles, il y a énormément de gens qui. Et ce qui, personnellement, c'est qu'à chaque fois que je les ai utilisés, à chaque fois que j'ai pu analyser les sites, j'ai été surpris de ce que j'ai vu. Les visiteurs ne se comportent comme on a envie qu'ils se comportent, on le voit d'une certaine façon. Les visiteurs, eux, arrivent sur le site et le voient d'un œuf, parfois d'un œil novice.
inintéressés, parfois puisque c'est pas ce qu'ils cherchaient, etc. Donc les heatmaps vraiment permettent de voir comment les visiteurs à l'air donc de voir très rapidement un visiteur. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec très peu de visiteurs, une centaine de visiteurs, on peut très vite voir si les visiteurs se concentrent sur notre formulaire email où on a envie qu'ils se concentrent, ou notre bouton call to action, ou alors est-ce qu'ils sont complètement perdus sur notre page, qu'il n'y a aucun point de focus, ou alors qu'ils sont focus sur un point totalement différent. Donc, cette information, elle est très, très, comment dire, je sais, j'ai pas le mot en français là-dessus, mais elle a une grande valeur, donc elle va nous aider assez rapidement, avec quelques centaines de visiteurs, à choper ce type d'information de macro qui va nous dire si notre landing page, si notre page va dans le bon sens ou absolument pas, quoi. L'autre élément Maps, donc j'en parlais, c'était Hotjar, qui est gratuit, donc qui propose ce système-là. Il y a aussi Sumomi pour ceux qui l'utilisent sur leur site, qui est gratuit et qui propose les heatmaps et les scrolls maps, ce genre de choses. Et ce qui est bien, ce qui est génial, vraiment génial avec Hotjar, c'est les enregistrements vidéo des visites. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas, je ne l'ai pas remis, j'aurais dû le remettre, mais le graphe que j'ai mis des utilisateurs, des membres inscrits sur le forum, sur Accord de croissance, sur juin, juillet, août, c'était une phase de bêta. Donc, j'ai invité quelques contacts, quelques amis, quelques potes, quelques personnes que je connaissais sur Skype, etc., une cinquantaine de personnes, à s'inscrire et à commencer à utiliser le forum, tout simplement. Et ce que je regardais, c'était pas analytique, c'était pas d'autres statistiques d'event ou de clics, etc. J'ai commencé par regarder les enregistrements vidéo de tous ces visiteurs-là. J'ai voulu voir comment ils se comportaient sur le site, comment ils bougeaient, comment ils se déplaçaient leur souris, comment elle se déplaçait sur le site quand ils arrivaient pour s'inscrire, une fois qu'ils étaient inscrits, etc., pour créer des nouveaux sujets, etc., etc. Et ça m'a donné énormément d'informations sur à peine une cinquantaine ou une centaine de visiteurs, puisque vraiment c'est très explicite comme information. Vous regardez une vidéo d'un utilisateur, même d'un seul, sur comment il se comporte sur votre site, vous voyez tout de suite si c'est exactement comme vous l'aviez imaginé et si c'est ce que vous voulez, ou alors si vous êtes complètement à côté de la plaque, et ça vous permet de faire les changements nécessaires très très rapidement. Voilà, donc le dernier point, l'avant-dernier point, on va dire que c'est un petit peu, ça rejoint celui juste d'avant, donc les focus group virtuels, si vous voulez. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en invitant mes contacts Skype, puisque j'en avais pas mal et qui étaient vraiment open pour venir tester. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aussi tout simplement inviter 10 potes à vous, 10 contacts Facebook, 10 membres de votre famille, vraiment pas beaucoup, 5 personnes même. Leur envoyer un lien, leur demander, s'il te plaît, va sur ce site et visite et vois. Comporte-toi comme si tu es arrivé dessus pour la première fois, comme un visiteur normal, et analyser les heatmaps et analyser les vidéos de leur souris. Et vous allez en ressortir avec des informations vraiment super importantes et super explicites, super parlantes, qui vont vous donner des insights et des données très actionnables sur lesquelles vous allez pouvoir agir immédiatement et donc faire le genre d'amélioration radicale de design, de disposition, d'ergonomie du UX qui vont pouvoir vous donner des lifts de taux de conversion en centaines de pourcents. Donc pour conclure, c'était un petit peu toute l'idée de cette présentation, c'était de vous montrer que c'est possible et que ça marche. Moi, je l'ai fait donc sur une micro niche, une petite niche aussi, et sans être familier forcément avec tous ces processus dont je vous ai parlé. Ça a été vraiment un obstacle pour moi au début. Mais donc tout ça pour vous dire que vraiment très rapidement, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Il suffit d'y aller un test à la fois, en suivant les instructions que je vous ai données, et croire au process. Donc croire au process et faire confiance, avoir confiance que ça va marcher.
commencez évidemment par les choses qui vont vous donner le plus de boost, puisqu'on veut d'avoir le plus de trafic le plus rapidement possible, puisque plus on a de trafic et plus les tests qui viennent après auront d'impact et seront rallure, etc. Voilà. Je vous ai mis mon Twitter, le Twitter, mais je vais passer voir s'il y a des questions, des feedbacks par rapport à la présentation trop vite, pas assez vite, pas énormément en termes de présentation, de speech, etc. Donc vraiment n'importe quel feedback, bon ou mauvais, est très très apprécié. Et je vais passer donc sur le chat et avoir vos questions. Alors, les feedbacks sont plutôt clairement positifs et la conférence clairement très intéressante. Et la présentation et la qualité de la communication très correcte. Le seul petit point, c'est la connexion qui a parfois grésillé un peu, mais 80-90% étaient clairement audibles et compréhensibles. Donc, c'était très bien, vraiment très bien. Beaucoup de retours positifs. Mon avis a l'air partagé. Malheureusement, j'ai essayé de me connecter avec ma 4G, mais ça n'a pas marché. Bon. C'est aussi parce que c'était très bien que Ouais. c'était frustrant pour eux de pas comprendre certaines parties d'un côté. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de souci. Enfin, Globalement, je sais pas si tu as compris quelques 80%. questions. Et clairement, on a perdu quelques petits détails, mais qui étaient même, tu les as expliqués ensuite. Enfin, c'était une petite partie qui a été dégradée, c'est resté un petit pourcentage du temps. Ouais. Donc, il n'y a pas vraiment de questions. Alors, il y avait la question de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu conseilles comme formation pour faire de l'analytics progresser, quoi, en analytics global, globalement. Formation globale. Formation, pardon? La personne avait demandé une formation plutôt de type analytics global, une formation générale, quoi, pour vraiment partir un peu de zéro, je pense. Ouais. Bah alors personnellement, j'ai pas de formation, j'ai pas suivi de formation pour ça. Ce que je conseille d'abord, avant toute chose, c'est de commencer à s'intéresser. Il y a des blogs. Alors il faut savoir, la première question, c'est est-ce que l'anglais pose problème? Parce qu'il y a énormément d'informations de très très bonne qualité en anglais. Il est là le problème, c'est que si vous parlez anglais ou en tout cas si vous arrivez juste à le lire, vraiment il n'y a pas besoin de formation. Si vous allez sur des conversionxl.com, c'est voilà des blogs où vous avez des informations, des montagnes d'informations, d'études de cas hyper précises, hyper détaillées, des frameworks pour l'A/B testing, pour l'analytics, les blogs de Segment aussi, donc qui est clairement une plateforme de tracking et qui font un très bon boulot en termes d'inbound. Donc ils rédigent énormément d'articles, de blogs sur tout ce qui est tracking, comment attaquer un plan de tracking, comment analyser les données, quoi traquer, etc. Maintenant, si la personne ne parle pas anglais, alors effectivement, là, c'est un poil plus problématique. Je sais que je connais, alors comment il s'appelle? J'ai un pote, un contact, mais j'arrive pas à me rappeler du nom. Alors, qui fait des formations analytics, mais faudra que je retrouve, faudra que je retrouve le nom, mais je l'ai pas sous la main là. Ok, il y a une autre question. Je comprends que tu veux faire varier plusieurs choses en même temps pour qu'il y ait un gros impact, mais tu fais varier plusieurs variables, taille du bouton, etc., texte. Donc, les deux peuvent s'annuler, une étant positive et l'autre négative. Il te demande ta réaction par rapport à ce risque. Oui, alors ça c'est quand j'ai parlé du couleur du bouton, quand j'ai parlé du call to action, et donc c'était pas valable de changer juste la couleur. Enfin, c'est valable quand on a beaucoup de trafic, c'est très faisable. Hein. Mais voilà, sur petit trafic, c'est pas ce qu'on veut faire. On veut changer radicalement les éléments. Alors, parce que c'est le seul moyen d'avoir une réponse, en fait. C'est le seul moyen d'avoir une réponse. Voilà. Si on change qu'un truc, on va mettre 3 ans. On n'a pas le choix. J'ai cru comprendre. On a 1 visiteur par jour. On ne veut pas tester des petits éléments, des petits changements. On veut changer que le bouton soit à 1000% différent de l'original et voir si c'est mieux ou pas. On veut déjà essayer de faire mieux. Et ensuite, si c'est mieux, on essaye de revenir plus tard, essayer de comprendre pourquoi c'était mieux. Mais principalement, on veut le lift, on veut l'augmentation du taux de conversion. On ne veut pas
savoir pourquoi, on veut vraiment juste que ça arrive, on veut le résultat, quoi. Alors, il y a une autre question. Il y a quelqu'un qui demande si Ouais. tu fais des tests séparés pour PC et mobile au niveau des call to action. Alors, au niveau des call to action, alors oui, ça dépend si vous avez beaucoup de trafic mobile, ou en tout cas, si ça se rapproche de 40, 60, 50, 50 ou plus, évidemment, il faut penser à faire des tests dépendamment du device. Alors, le problème, c'est que, encore une fois, là, on parle, quand on a peu de trafic, ça va être pas mal généralement de l'un ou de l'autre. Ça va pas être 10 visiteurs de desktop et 10 visiteurs de mobile. Si vous avez, voilà, c'est que vous êtes sur une certaine niche, et que vos visiteurs, soit généralement vont venir du mobile, soit vont venir du desktop. Mais si vous avez les deux, évidemment, il faut essayer. Encore une fois, en fait, ça dépend. Si le trafic est vraiment trop faible, ça sera secondaire. Il faut d'abord augmenter sur tout, et on veut inclure tout le trafic possible dans le test. Et ensuite, en fait, idéalement, plus on avance, revenir à ces tests un peu plus nichés, ce que j'appelle des tests nichés, c'est où vraiment on veut tester un petit élément ou voilà une variable de l'environnement, donc desktop ou mobile, etc. Mais si on est vraiment, on part de zéro, on a 50 visiteurs par jour, on fait le même test sur tous les visiteurs du site. Quelqu'un demande l'adresse du site pour les case studies sur Google Analytics en anglais. À tweeter ou à mettre dans le chat si possible. Ouais. Je pense qu'ils sont Alors intéressés. ceux que j'ai conseillé en anglais? Oui, c'est ça. C'est Conversion XL et segment.com. Alors en français pour les formations, je sais pas s'il fait les formations aux dernières nouvelles, il m'a dit qu'il avait arrêté. Mais alors odiaweb.com, c'est un pote qui est très très calé en analytics, Google Analytics, tracking d'events, l'analyse de données, etc. Donc je sais qu'il propose des prestations et des formations. Je sais pas s'il le fait encore. Aux dernières nouvelles, il était très occupé sur ses propres sites, mais vous pouvez checker. C'est vraiment le seul contact que j'ai là-dessus. Très bien. Ben, merci beaucoup, Mehdi, pour cette conférence et pour ta sponsorisation aussi par rapport à l'événement. Je laisse les gens réagir peut-être s'il y a des questions jusqu'à 17h30, puisque c'est l'heure normalement de fin de la conférence. Apparemment, pour l'instant, il n'y en a pas, mais je pense qu'il y en a plein qui doivent avoir envie de tester pas mal de choses sur leur site, malgré leur faible trafic. Je vois quelques questions en fait, mais qui n'ont pas été marquées en rouge. Je pense juste que les gens ne savaient pas. Donc, alors, Hotjar est la brute et la restitution des résultats, ou est-ce qu'il faut un outil tiers de collecte? Si, Hotjar fait tout. Hotjar, c'est all-in-one pour les heatmaps, pour les mouse tracking, tout ça, ça fait absolument tout. Il suffit de placer leur JS et ça marche directement. Pour info, vous pouvez faire tout ça aussi avec Yandex Metrica, mais bon, par contre, ça sera peut-être moins marketing. Peut-être qu'il y a des choses en plus dans ce que tu recommandes, je pense. Mais Ouais. Alors, Valérie qui demande quel est le Twitter de Mehdi. Je l'ai mis sur le slide. Je ne sais pas si ça s'affiche pour vous ou pas. C'est Belatig Mehdi. je vous l'ai Non, mis ça moi fait aussi dans le pas chat. chez moi. Non, on l'a Moi, mis je dans vous le l'ai mis dans le chat. Ouais. Moi, c'est Julien Gadano. J'ai le nom de Julien parce qu'on avait un problème de compte. Ok. Alors, Il y a une question sur Google Webmaster Tools, je crois. Est-ce qu'il faut se lancer dans GTM? C'est utile. alors, c'était quoi la question par rapport à... Est-ce qu'il faut se lancer dans GTM? Est-ce que c'est utile? Oui, disons que c'est un outil. Personnellement, je l'utilise pas. Je place mes propres tags un peu partout. J'aime bien avoir entièrement la main. Mais comme Analytics, Google comme Tag Google Manager. Optimize, ça devient un outil un peu indispensable et très utilisé. Donc, si vous voulez vous simplifier la vie et pas avoir à mettre la main dans le cambouis à chaque fois, vous pouvez très bien l'utiliser. Ouais.
Ok, je vois pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, s'il y a une question, c'était, et je la trouve bien, c'est le souci de Mettre en la place vidéo, sur c'est que PrestaShop. c'est time consuming de les regarder comparé aux heatmaps. Tu penses vraiment que regarder quelques vidéos est suffisant? Alors oui, absolument. Moi, j'ai tiré énormément de conclusions et pertinentes de juste mater une vingtaine, une trentaine de vidéos de recording des gens sur le site au tout début. Et vraiment, 20, 30 recordings, ça peut vous prendre une matinée, mais bon, là, on essaye de faire des plus 100, plus de 100% sur le taux de conversion. Je pense que ça mérite une matinée, même une journée d'investissement à se taper les vidéos, les regarder et prendre des notes et tirer des conclusions de ça, quoi. Alors, il y a une autre question. Une autre question, est-ce difficile à mettre en place sur un PrestaShop? Quel système le plus simple à mettre en œuvre? Pour le split testing, non, puisque comme je parlais de Google Optimize, alors Google Optimize, en fait, depuis l'interface, il vous fait vous loguer directement sur votre site, donc un peu comme un Visual Builder si vous connaissez de WordPress. Donc vous arrivez sur votre site et vous pouvez bouger les éléments directement en mode WYSIWYG. Donc c'est vraiment super simple de mettre en place les split tests. C'est super simple. C'est vraiment, il n'y a pas à toucher au code, il n'y a absolument rien à faire. Ok, très intéressant. Si on veut juste avoir des pistes d'optimisation sur les couleurs, les boutons ou autres, est-ce que ton expérience, en gros, t'a permis d'avoir quelques grandes conclusions qu'il pourrait appliquer rapidement? Je pense que c'est ça qui Ou est-ce que tu as des sources et des blogs à conseiller voilà, là-dessus? des pistes. Oui, les blogs, c'est toujours les mêmes en fait. C'est Conversion XL, Kissmetrics, Neil Patel. C'est les mecs qui sont à fond dans l'optimisation, le CRO, etc. Par rapport aux couleurs, ben, je pense que tout le monde sera d'accord que le orange, la couleur orange, c'est un peu the couleur du moment pour les call to action. Donc gros bouton, orange, texte bien gros et gras aussi. Après, est-ce que ça sera éternellement le cas? Je pense que l'humain a tendance à se fatiguer, surtout en termes de marketing, de certaines choses. Donc ça changera probablement, hein. Ça passera peut-être au vert après. D'ailleurs, je pense que c'était vert avant. Maintenant, c'est du orange. Mais est-ce qu'il y a un blog ou un site qui les documente? Non, il y a des sites, je crois que c'est abtests.com, qui répertorie tout plein de tests. Donc plein de split tests de headline, de couleurs de boutons, pardon, etc. Eh bien, il faut garder un œil sur ces trucs-là, donc voir les nouveaux tests, les nouvelles conclusions qui font leur apparition, etc. Mais il y a personne qui tient un journal, on va dire, de la bonne couleur en ce moment, quoi. Alors, Ok. tu fais appel à un designer pour tes, pour tes différentes landing pages ou tu les fais toi-même? Alors, ça dépend des landing pages. Si c'est des landing pages mobiles, si c'est des landing pages pour des lead magnets, j'utilise Unbounce. Je fais pas mal de landing pages moi-même, mais via un développeur designer qui le fait pour moi. Je fais très peu de choses moi-même maintenant. En fait, tout ce qui est technique, c'est pas forcément ma tasse de thé, même si je m'y connais, mais j'essaie de déléguer au maximum. Mais voilà, j'utilise des outils comme Unbounce ou Lead Pages et je fais aussi mes propres landing pages parfois. Une autre question, c'est Oxys qui demande si tu utilises un logiciel pour analyser des milliers d'URL autres que Google Analytics. Alors oui, moi j'utilise Mixpanel et j'utilise donc Segment pour stocker mes données dans le cloud, donc sur une base de données BigQuery sur le cloud de Google. Qui segmente, donc qui envoie les données à Hotjar, à Sumomi, à Google Analytics, à GetVero, qui est aussi une plateforme d'analytics et d'emailing comportemental. Donc voilà, j'utilise Segment qui envoie un peu à tout, quoi. Ok. Pas d'autres questions apparemment. Est-ce que des solutions comme ABTasty? Alors, ABTC, je connais pas leur prix, mais je sais que, par exemple, les Optimizely, qui doivent être dans la même tranche
sont un peu chers. Je conseillerais, si vous voulez commencer par Google Optimize. Google Optimize est génial et gratuit. Et donc, il n'y a pas de raison d'aller commencer par un outil qui coûte plusieurs centaines de dollars par mois. Essayez d'abord avec Google Optimize, prenez-le en main, essayez de mettre en place vos premiers tests, apprenez à mettre en place vos tests, apprenez à analyser les résultats, et après peut-être si à un moment Google Optimize n'est plus suffisant pour ce que vous cherchez à faire, vous pourrez envisager Optimizely ou A/B Testy, mais c'est absolument pas indispensable. Il y a Sacha qui demande pour Google Optimize, est-ce que tu utilises la version gratuite ou payante? Gratuite. Ok, tu conseilles quoi comme plateforme CPA-US? Alors, ouais, ça n'a pas grand-chose à faire avec Ouais, ça, mais c'est au niveau du forum, donc Mobidea, donc qui sont un Français, un Luxembourgeois, des potes à moi qui faisaient de l'adulte avant aussi et qui sont en train de prendre le marché US, marché international, avec très grande force. Donc Mobidea qui sont absolument partout, qui payent tous les jours. Ça, c'est quelque chose que personne ne propose, aucune autre plateforme CPA. Ça, c'est, je pense, pour moi, un game changer quand on commence ou même quand on commence pas, en fait. Pouvoir récupérer son argent et avoir du cash flow quotidiennement pour continuer à financer ses campagnes, il n'y a vraiment aucune raison de ne pas commencer à bosser avec eux, au moins pour essayer, quoi. Ok. On commence par Hotjar ou Et Google. Bimpulse? Bimpulse, je connais pas, j'avoue pas connaître. Moi non. Ok. Bon, bah, je crois qu'il est 17h30. Ouais, je réponds C'est à juste à peu près Stéphane. la fin de la conco. Je Bien réponds juste sûr. à Stéphane la question là par rapport à Hotjar ou Google Optimize. Ils sont pas concurrents en fait, Hotjar et Google Optimize. C'est deux choses séparées. Hotjar, ça traque les heatmaps et les clics sur votre site. Mais Google Optimize, vous permet de gérer les A/B tests et récolter et analyser les datas. C'est deux choses complètement différentes. Les deux doivent être utilisés sur vos sites. Hotjar et Google Optimize. Voilà, je pense on a fait le tour. Je pense qu'on a répondu Ok. là. Je pense aussi. Cette super conférence, Mehdi, et toutes les réponses à toutes les questions. On remercie au passage aussi Monitorank. Donc on invite les gens à venir découvrir s'ils veulent en savoir plus sur ton profil, tes travaux et ta communauté. Il me semble que tu as une communauté, donc ton forum. Euh, Ils peuvent aller sur Hacker de croissance. On remercie au passage aussi Monitorank qui soutient l'effort du Google Black Day depuis les premières éditions. Donc un outil de monitoring à la pointe un petit peu des besoins SEO et d'un membre très actif du forum, donc très apprécié dans la communauté et très sérieux dans son travail. On remercie aussi Fabien34 qui a répondu aux questions tout à l'heure dans le module précédent et qui propose des backlinks pour ceux qui souhaitent en acheter à des tarifs intéressants sur son site VIP SEO. Et on remercie aussi Impactiem qui n'est pas présent sur les sponsors, mais qui soutient aussi depuis le début le Google Black Day, qui est un autre forum marketing et qui aborde les sujets du CPA et du A/B test aussi, qui pourraient être complémentaires. Voilà, je pense que qu'on va pouvoir clôturer cette journée. N'hésitez pas à tweeter vos informations, vos questions qui viendraient après. Pour les vidéos, on va les publier YouTube dans les jours à venir. Les slides et les ressources annexes, s'il y a certaines conférences qui en nécessitent, comme la première ce matin sur les scripts, on les publiera aussi sur le forum. Donc il suffit de vous inscrire, de vous présenter, d'être niveau 1 et de patienter un petit peu, soir ou demain, dès qu'on pourra le faire. Le fameux forum au cas où Scriptseo qui est présent sur des sponsors. Parce que c'est de ce forum que sont créées les racines de ce nom. Et c'est toujours avec l'effort de ce forum qui se poursuit, évidemment, en comptant sur cet effort-là. Donc voilà, on
je pense on va couper Ouais, le on va couper webinaire le webinaire. si Julien est là. Puis on vous remercie tous et à bientôt sur le forum, Ciao, ciao. les différents Twitter et autres sites. Ciao, tout Merci, le monde. merci tout le monde, ouais. Et merci Mehdi pour ta conf. Avec plaisir. Anytime. Ciao, ciao. Et puis Salut rendez-vous pour tout un le monde. Google Black Day 5, peut-être cette année en octobre ou peut-être l'année prochaine. C'est pas encore décidé, on verra. Ça dépendra de la communauté aussi et des volontaires pour les conférences, etc. Merci à tous. Merci à tous, je coupe le webinaire. Merci à toi, Julien, aussi.